Et puis les 3 propositions de loi à l'Assemblée nationale, parlons-en encore avec les constitutionnalistes et professeur Léon Odimoula de l'UNIKIN qui soupçonne une motivation politique visant un retour à la politisation de la justice dans les chefs des initiateurs de ces propositions de loi qu'ils jugent inconstitutionnelles car elles violent plusieurs dispositions de la loi mère. Suivez. Les 3 propositions énervent plusieurs dispositions de la Constitution, notamment la disposition de l'article 82 qui donne le pouvoir de nommer et de révoquer les magistrats sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature au seul président de la République. Mais lorsque vous scrutez les 3 propositions sous examen, vous vous rendrez compte qu'elle est fait de la nomination, de la révocation, une compétence partagée entre le président de la République et le ministre de la Justice. Mais il en est de même des dispositions de l'article 149 qui consacre la sacro-sainteté du principe de la séparation de pouvoir. En ces termes, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, dont le socle se trouve être les 3 lois, à savoir la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, celle sur la loi organique sur les juridictions de l'ordre judiciaire et celle qui porte statut de magistrat. Mais il en est aussi de l'article 151 de la Constitution qui interdit formellement au pouvoir exécutif d'entraver le cours de la justice. Et on peut encore illustrer les dispositions de l'article 152 portant donc la composition constitutionnelle du Conseil supérieur de la magistrature. Et au regard des dispositions de l'article 152, il est clairement établi qu'aussi bien les magistrats du siège que ceux du parquet sont membres de ce Conseil supérieur de la magistrature. Cela voudrait dire que le constituant n'a pas entendu opérer un distinguo entre les magistrats du siège qu'on appelle les juges et les magistrats du parquet. Et c'est pour cette raison que le constituant a adopté une terminologie appropriée, le pouvoir judiciaire et non l'autorité judiciaire comme en France. L'impression que j'ai est que les 2 honorables députés ont fait l'amalgame entre ce qui se passe en France et ce qui est prévu par le constituant congolais du 18 février 2006, tel que renforcé par la révision constitutionnelle intervenue le 20 janvier 2011. Et donc, sont membres du pouvoir judiciaire, non seulement les magistrats du siège, mais également les magistrats du parquet. Mais lors de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, l'Assemblée nationale avait, par malice, omis les magistrats du parquet parmi les membres du pouvoir judiciaire. Mais lorsque l'on considère aussi bien l'exposé des motifs qui démontre clairement la volonté du peuple congolais ou du constituant congolais à établir un état de droit, à lutter contre l'impunité pour éradiquer les antivaleurs. Lorsque l'on considère les dispositions de l'article 152 qui énumère les membres du Conseil supérieur de la magistrature, parmi lesquels on retrouve aussi bien les magistrats des sièges que ceux du parquet. Mais l'on ne peut pas hésiter de soutenir que lors de la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, il s'est opéré une fraude. Et en droit, c'est connu que la fraude corrompt tout. Et donc, en vertu de l'adage, fraus omnia corrumpit, cette révision est considérée n'avoir énervé en rien l'indépendance du pouvoir judiciaire.
Et c'est pour cette raison que depuis 2011 jusqu'à ce jour, le magistrat du parquet relève toujours du pouvoir judiciaire et donc membre du Conseil supérieur de la magistrature et non du ministre de la Justice qui devrait être leur autorité de nomination et de discipline et qui devrait les orienter ou leur donner des directives dans l'exécution de leur ministère. Et donc, il y a eu confusion, et il faut éviter cette confusion entre la notion d'autorité judiciaire consacrée dans la Constitution française, qui fait que les ministères publics puissent relever du ministre de l'autorité du ministre de la Justice, et la notion de pouvoir judiciaire qui fait que la protection de la carrière des magistrats, aussi bien des sièges que du parquet, soit démise et qu'il n'y ait pas de distinguo entre les deux types de magistrats. Le contexte dans lequel les 3 propositions de loi ont été élaborées et déposées même au bureau de l'Assemblée, il y a lieu de comprendre qu'il y a une motivation politique. Et le résultat recherché est sans nul doute le retour à la politisation de la justice. Et il ne faut pas qu'on se voile la face. Dans l'espace politique congolais, on est en face de 2 groupes politiques qui sont au pouvoir. Il y a d'une part le FCC et d'autre part le CAJ. Et au regard de la majorité qui se dessine à faveur de l'FCC, le FCC constitue une machine qui écrase tout et qui est à mesure de tout obtenir au gré des événements. Et il faut situer donc le 3 propositions de loi dans le contexte de la juridicisation de la vie politique. Depuis un certain temps, un engouement autour de la judiciarisation qui a conduit à la prolifération de procès sur la gouvernance, sur le détournement des deniers publics. Cet engouement-là fait peur au groupe FCC, qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, mais aussi au Sénat, et dont la plupart des membres ont géré la chose publique sous la Troisième République. Et ces différents membres craignent qu'à la suite du devoir de redevabilité, que des comptes leur soient demandés. Et voilà pourquoi, avec toute précipitation, les 3 propositions de loi ont été élaborées dans le but d'affaiblir et donc de liquider le pouvoir judiciaire. Donc la motivation est politique. La Constitution est le socle de l'État et de la République. Et lorsque la Constitution est énervée, lorsque des menaces sont portées contre la Constitution, est-ce qu'il faut attendre? Je venais de le dire, que l'exposé des motifs, qui est la partie philosophique et donc téléologique de la Constitution, qui indique les objectifs poursuivis par les constituants pour organiser l'État et assurer la prise en charge des besoins sociaux. Lorsque cet objectif est menacé, la volonté de bâtir un État de droit, la volonté de combattre l'injustice dont le corollaire se trouve être l'impunité et les antivaleurs. Lorsque la Constitution, en l'article 220, reprend parmi les dispositions intangibles l'indépendance de la justice, et qu'en dépit de tout cela, une entreprise tendant à dévier le peuple est en marche, est-ce qu'il faut attendre l'évolution du processus? Quoi de plus normal que de réfléchir à haute voix pour dire aussi bien aux honorables députés qui ont initié
qui ont pris cette initiative, ces 3 initiatives, car ceux qui seront appelés à les examiner aussi en commission et en plénière, de se ressaisir, de comprendre qu'ils ne peuvent pas gouverner, servir le peuple en allant à l'encontre de sa volonté. Parce que la volonté du peuple se trouve cristallisée dans la Constitution. Et donc, l'exercice tend à éclairer la lanterne non seulement des citoyens congolais, mais également celle de ces députés qui ont encore la possibilité de se ressaisir. Et je ne doute pas un seul instant de leur capacité à suivre les pertinentes observations que nous sommes en train de faire, tendant à les ramener à respecter la volonté du peuple congolais, cristallisée dans la Constitution, en renonçant, en retirant purement et simplement ces 3 propositions de loi. Croyez-moi, à l'allure où vont les choses, et donc il est plus indiqué que la protestation soit élevée et que pour amener nos honorables députés qui sont censés représenter le peuple à comprendre qu'ils ont pris une mauvaise orientation, à comprendre que non seulement les initiatives violent la Constitution, mais il y a une opportunité. À l'heure qu'il est, l'urgence serait de voir les honorables députés concevoir des projets qui permettent au gouvernement de relever les défis de la détérioration du tissu économique aggravé par la pandémie, la crise sanitaire ou la pandémie du coronavirus. Mais lorsque ces honorables députés, au lieu de réfléchir pour doter le gouvernement des lois susceptibles de lui permettre de rétablir les équilibres macroéconomiques, susceptibles de lui permettre d'arrêter l'hémorragie de la corruption, susceptibles de lui permettre de voler au secours des populations déshéritées qui ne savent plus manger à cause du confinement, mais ils trouvent du temps pour réfléchir sur des lois conflictogènes qui les mettent en conflit avec la Constitution de la République et donc avec le peuple congolais. Je crois que le salut du peuple est la loi suprême et il faut agir vite et même anticiper les choses pour qu'on n'en arrive pas à l'embrasement de l'État.